Bienvenue à vous tous, chers amis de Ma Vie, Ma Santé. Une fois de plus, nous venons chez vous dans le cadre de cette émission que vous aimez beaucoup, Ma Vie, Ma Santé. Une émission qui parle de tous les sujets qui a trait à votre vie et qui peut déranger votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la forme la plus fréquente de la démence chez l'être humain. C'est une maladie qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales, notamment de la mémoire. Nous allons parler de la maladie d'Alzheimer, qui fut d'ailleurs initialement décrite par le médecin allemand Alois Alzheimer. Vous avez compris d'où vient le nom Alzheimer. Santé Canada a consacré le mois de janvier à cette maladie afin de sensibiliser tout le monde, d'en connaître davantage et surtout aider, savoir comment aider les membres des familles, les amis qui souffrent de cette maladie. Heureusement, aujourd'hui, chez Ma Vie, Ma Santé, nous avons un ami, Dr Aimé Kazadi, qui est au bout du fil et qui va nous en parler, avec qui nous allons discuter et il va nous parler de cette maladie afin que nous puissions avoir des informations pour nous équiper et aider aussi nos amis qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Bonjour Dr Aimé Kazadi, comment vous allez? Oui, bonjour Dali. Oui, ça va bien, merci. Voilà, docteur Aimé, je crois que vous m'avez suivi. Nous allons parler de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, notre première question est, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on pense directement à la perte de la mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Oui, Dali. Merci beaucoup pour la question. Je commencerai premièrement dire ceci, effectivement. C'est l'une des démences chez l'humain qui est vraiment reconnue et ça atteint la mémoire. Mais il est vraiment bon et judicieux de préciser dès le départ que toute perte de mémoire n'est pas Alzheimer. Ça, c'est très important à savoir. Et qu'on sait aussi qu'en vieillissant, beaucoup de personnes peuvent avoir des problèmes de mémoire. Par exemple, nous savons que même moi ou vous ou une autre personne, on peut bien oublier quelque chose où on a mis ses clés et puis les retrouver. Donc ça, c'est pas ce dont on parle. Mais dans la maladie d'Alzheimer, cette perte de mémoire affecte les activités quotidiennes. Et parmi les activités quotidiennes, vous allez voir que c'est des choses que vous faites habituellement, mais pour lesquelles vous ne faites pas trop attention, que c'est ça les activités quotidiennes. Lorsque je les citerai, vous le verrez bien sûr. S'habiller, c'est une activité quotidienne. Manger, marcher, c'est promener, c'est une activité quotidienne. Prendre soin de soi-même en termes de prendre la douche, l'hygiène corporelle, c'est une activité quotidienne. Aller magasiner, c'est une activité quotidienne. Je compléterai d'autres activités qu'on fait habituellement, comme mettre la propreté à la maison, faire la vaisselle, la lessive, s'occuper de ses finances. Ça aussi, c'est une activité quotidienne. Faire des chèques, gérer son compte en banque et aussi prendre le transport, la voiture, le transport en commun, c'est une activité quotidienne. Donc ça sera aussi affecté. Mais à cela va s'ajouter les troubles des jugements et des raisonnements. Dans le trouble des jugements et des raisonnements, je vais donner un exemple, un jugement simple. Nous sommes en hiver. Si vous voyez quelqu'un sortir pendant qu'il fait moins 27 dehors et la personne sortir sans habit chaud, c'est une personne qui a perdu tous les jugements par rapport à savoir où est le risque et qu'est-ce qui n'est pas risque. Alors, à cela, on peut avoir aussi des changements d'humeur ou des comportements sans raison apparente. Nous tous, nous pouvons changer bien d'humeur si on a été exposé à quelque chose, mais chez les personnes avec Alzheimer, ça peut être sans raison apparente. Par exemple, changement de personnalité, la personne peut être de calme ou pleure sans vraiment raison apparente. Donc, je dirais pour raccourcir, perte de mémoire qui affecte les activités quotidiennes dont j'ai cité, s'accompagne des troubles de jugement, de la difficulté à communiquer et aussi des changements d'humeur et de la personnalité. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe au juste dans le cerveau de cette personne qui est malade? Qu'est-ce qui est exactement endommagé? Alors, ce que je dirais, la maladie d'Alzheimer semble se développer lorsque l'effet combiné des nombreux facteurs de risque entrave alors le mécanisme naturel d'autoréparation. Donc je dirais ceci, notre cerveau, la manière dont il fonctionne plus facilement, c'est que chaque jour, l'organisme est fait de sorte qu'il y ait autoréparation. Ça veut dire pour que les tissus gardent leur qualité, il y a toujours un système qui répare les cellules, qui répare les neurones, qui répare tout le système de fonctionnement du cerveau par soi-même. Alors, lorsque ces mécanismes naturels d'autoréparation est entravé et qu'on associe là-dessus des facteurs de risque, on peut voir qu'il y ait développement de la maladie d'Alzheimer. Bien que le mécanisme exact ne soit pas connu, mais c'est qu'on peut bien dire c'est ça par rapport à l'entrave du mécanisme naturel d'autoréparation qui font que lorsqu'on ajoute des facteurs de risque, la personne développe la maladie d'Alzheimer. Actuellement, il y a même les jeunes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Alors, quels en sont les risques, les facteurs de risque? Le facteur de risque, il y en a plusieurs. On va citer plusieurs, mais je vais prendre les plus importants. Dans le plus important, le numéro 1, c'est vraiment l'âge. On peut voir que la plupart des personnes qui font la maladie d'Alzheimer ont plus de 65 ans, donc sont des seniors. Mais je préciserai ici que la maladie d'Alzheimer ne fait pas partie du processus normal de vieillissement. Ce n'est pas puisqu'on vieillit, on va faire l'Alzheimer. Non, c'est pas dans le processus normal de vieillissement, il n'y a pas place à l'Alzheimer. Mais l'âge est un facteur vraiment de risque. Pourquoi je dis que ce n'est pas un processus normal? Il y a des personnes qui peuvent bien faire l'Alzheimer, certains cas, dans la quarantaine ou dans la cinquantaine. Et ces cas, ce sont plus des cas isolés qui peuvent être liés à l'hérédité. Donc, c'est le deuxième facteur de risque. En dehors de ce facteur de risque-là, on peut citer le style de vie, dont vous pouvez entendre dire, par exemple, que le niveau bas de scolarité peut être un facteur de risque. Mais de l'autre côté, il faut plutôt arriver à prouver si le niveau très élevé de scolarité va être un facteur favorisant. Ça veut dire si on a fait beaucoup d'études, va être un facteur favorisant, ça c'est encore à prouver. Alors, les autres facteurs, ce sont des facteurs environnementaux. Par exemple, des personnes qui ont des blessures à la tête, qui font des sports assez violents avec des commotions cérébrales répétées. Ça met aussi à risque de faire une démence. Et la ménopause, c'est cité aussi, mais comme vous pouvez voir, je peux le dire, on est ménopausé à un certain âge. Donc le fait qu'on soit ménopausé à un certain âge, donc le facteur âge intervient aussi, c'est il y a plus de 50 ans. Ça fait que c'est pris en compte. Mais aussi les facteurs cardiovasculaires, les facteurs généraux des bonnes santé, comme les facteurs de risque cardiovasculaire, le manque d'exercice, le manque d'activité physique, l'hypercholestérolémie, tout ce qui peut atteindre le système cardiovasculaire peuvent être cités aussi comme des facteurs de risque. Et je terminerai par une maladie qui est assez bien connue, la trisomie 21, qu'on appelle le syndrome des Down. On voit que dans cette population-là, on peut développer le syndrome ou la maladie d'Alzheimer un peu plus tôt, dans la quarantaine ou dans la cinquantaine. Alors, docteur Aimé, vous êtes dans votre cabinet, un malade qui se tient devant vous. Comment arrivez-vous à poser un diagnostic? Quel genre de test? Est-ce qu'il y a un test particulier à faire pour détecter cette maladie? Lorsque quelqu'un présente les signes dont nous avions dit, troubles de mémoire, des jugements, des communications qui altèrent l'activité quotidienne, et avec des changements d'humeur et de personnalité, cette personne-là, lorsqu'elle est vue par le médecin
parle avec. Il va effectivement faire un entretien, qu'on appelle une anamnèse, fouiller, et il va tout simplement faire des tests pour voir si la mémoire de la personne est bonne, comment la personne s'adapte par rapport à certaines conditions, comment la personne peut reconnaître telle ou telle chose. Et il pourra déjà voir, évaluer quels sont les degrés d'atteinte ou les degrés de démence de la personne. Donc il n'y a pas un test de laboratoire ou un test de sang, une prise de sang spéciale pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas non plus d'imagerie spéciale pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Par contre, tous les tests qui sont faits, que ce soit une prise de sang, que ce soit une imagerie, une résonance, un scanner, tout ça c'est pour plutôt exclure d'autres causes qui peuvent avoir, d'autres causes par exemple de troubles de mémoire ou de la présentation du malade. Lorsqu'on a exclu toutes les autres causes et qu'on considère que ce n'est pas dû à ces autres causes-là, avec les détails qu'on a dit et les signes que présente le malade et l'évaluation, j'allais dire presque psychométrique que le médecin a fait, on peut bien dire qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Ok, vous avez diagnostiqué, c'est confirmé, c'est la maladie d'Alzheimer. Maintenant, comment les amis, la famille, les proches de cette personne peuvent se comporter ou réagir? Ok, je dirais ceci. Au début, ça va être assez facile parce que lorsque la maladie commence, on a dit que c'est une maladie qui progresse, elle est dégénérative, évolutive, et qui s'aggrave avec les temps. Au début, ce sont des changements de comportement presque imperceptibles. Donc, des fois, même les membres de famille ne savent pas. Mais dès que les membres de famille savent, moi, je conseillerais ceci. Premièrement, de s'informer auprès des organismes et ressources. Les organismes et ressources, comme ici au Canada, on peut avoir la Société d'Alzheimer du Canada. Elle a bien des agences un peu localisées partout. Alors, ces organismes et ressources vont donner quoi? Ils vont donner l'information, la bonne information, parce qu'il y a encore beaucoup de mythes autour de la maladie d'Alzheimer. Ils vont donner aussi la bonne formation aux membres de famille et ils vont donner aussi le soutien nécessaire. Le soutien nécessaire non seulement à ces membres de famille, et ces membres de famille auront la possibilité aussi de parler, d'échanger avec d'autres familles qui sont dans des situations semblables. Et les familles, dernier conseil, la famille doit continuer à traiter la personne avec dignité et respect. Donc, dès que vous voyez qu'il y a perte de mémoire ou trouble dans le comportement, un membre de famille, par exemple, qui ne sait plus reconnaître son avenue ou qui de plus en plus se perd, ou de plus en plus gère mal son portefeuille. Par exemple, il y a des factures qu'il paye 3 fois, 4 fois le même mois. Ou bien il commence à beaucoup oublier un four qui reste ouvert, où il perd son téléphone et il ne le retrouve pas. Il range ses documents dans des lieux où lui-même ne s'est pas retrouvé. Donc si vous voyez comme ça, la famille, aider la personne à l'amener plutôt voir un médecin de famille qui va faire le premier geste pour faire le diagnostic et après, il sera vu par les spécialistes pour une bonne prise en charge. Voilà, Dr Aimé Kazadi, c'est ici que nous allons nous séparer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais avant tout, un dernier mot à nos amis qui nous suivent partout dans le monde. Oui, un dernier mot. Je veux dire ceci, je vous remercie de m'avoir fait participer à cette occasion et que c'est que je veux que nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs retiennent, ou ceux qui nous suivent bien sur le net, que c'est une maladie qui est bien connue actuellement et qui a, avec des sociétés qui font de la bonne prise en charge. Donc, c'est important que nous soyons au courant et surtout, moi je dirais que l'aide et le soutien familial
soit là lorsqu'une personne présente ces genres de signes et des comportements afin qu'on puisse quand même prévenir beaucoup de choses et aussi que la personne soit vraiment considérée dans la dignité et le respect pour que tout le monde soit en bonne santé. Merci beaucoup et au revoir. À la prochaine. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Jusqu'à présent, cette maladie reste incurable, très chers amis fidèles de Ma Vie Ma Santé. Et nous espérons que dans les prochaines années, qu'on puisse trouver une solution, que les scientifiques puissent trouver un médicament pour pouvoir guérir cette maladie ou stopper même les symptômes. Alors, selon Société Alzheimer Canada, la majorité des personnes qui souffrent d'un trouble cognitif, c'est-à-dire 64% d'entre elles, sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est ici que nous allons nous séparer et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie Ma Santé. Mais si vous voulez nous contacter, notre adresse est là, qui est au bas de l'écran, info@maviemasanté.org. Et vous pouvez toujours aussi nous suivre sur Facebook. Nous sommes sur Facebook. Nous avons une page sur Facebook, facebook.com/Ma Vie Ma Santé. Alors pour avoir d'autres informations, visitez notre site le www.maviemasanté.org. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Amen Productions. Merci à vous pour votre temps que vous nous avez accordé. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie Ma Santé. Portez-vous bien. Au revoir.